premier temps, bien entendu, je m'adresse à des professionnels de la formation continue, donc j'ai centré l'approche par les compétences sur son articulation avec la capacité que nous avons de former à la compétence. Mais il faut bien imaginer que dans l'entreprise, l'approche par les compétences va bien au-delà de l'aspect formation et qu'il va rentrer dans un autre champ qui est celui de la gestion des ressources humaines et surtout de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Dans les économies de la connaissance, qui sont véritablement au cœur de notre économie et de l'évolution du monde du travail, on voit bien qu'il y a un certain nombre de contraintes qui pèsent sur l'entreprise. J'en vois deux essentielles. La première contrainte est une contrainte qui pèse sur l'innovation, c'est-à-dire la capacité permanente que l'on a de différencier les produits ou le service que l'on rend par rapport à d'autres, donc en quelque sorte de toujours rechercher un temps d'avance. Deuxième contrainte qui pèse sur l'entreprise, c'est une contrainte de productivité et de rentabilité, c'est-à-dire à quel prix elle se situe sur le marché. Dans les économies de la connaissance, on voit un processus qui est un processus extrêmement important, c'est celui que l'on appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire que sans cesse, on est obligé de détruire quelque chose pour créer quelque chose de nouveau. Et les innovations technologiques, qu'elles touchent les process de production ou qu'elles touchent les produits eux-mêmes, transforment de plus en plus rapidement les conditions de travail de ceux qui interviennent. La notion de risque est donc fondamentale. Et ce risque, il est autant porté par l'entreprise que porté par le salarié, puisque lui-même est engagé dans ce processus de transformation permanent. Les processus d'innovation modifient donc sans cesse les compétences qui sont mobilisées. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait réellement l'émergence de nouveaux métiers. Ce n'est pas tous les matins qu'un nouveau métier se crée. Mais je crois qu'il y a transformation des compétences et hybridation des compétences entre elles. C'est-à-dire que les compétences vont se recomposer sans cesse dans une sorte d'alchimie qui correspond d'ailleurs à un système qui est extrêmement biologique. Une compétence va se modifier, mais elle va se modifier dans le temps, mais elle va se modifier aussi selon l'organisation du travail et selon les compétences dont disposent les salariés qui sont à côté d'un professionnel. L'organisation du travail est donc quelque chose de fondamental. Et l'intervention d'un professionnel est un enjeu très fort dès lors qu'on qualifie sa zone de responsabilité, donc de subsidiarité, de responsabilité dans l'organisation du travail. Alors pour l'entreprise, quelles sont les questions qui se posent ? Et tout CFC qui rentre dans une entreprise va être confronté à ces questions. Il y a innovation, il y a recherche de productivité, il faut modifier l'organisation du travail, il faut faire évoluer les compétences. Alors comment va-t-on procéder ? Va-t-on aller rechercher ces compétences sur le marché externe ? Et dans ce cas-là, lancer un recrutement ? Mais pour lancer un recrutement, il faut définir le poste de travail. Il faut le qualifier, il faut savoir ce qu'on cherche. Va-t-on au contraire jouer sur la mobilité interne ? C'est-à-dire faire l'hypothèse qu'on a déjà en gestation, en genèse ou présente, des compétences dans le collectif de travail. Et dans ce cas-là, il va falloir les faire émerger. Et s'il y a des nouvelles compétences à construire, comment va-t-on le faire ? On va avoir recours au plan de formation ? Quelle formation ? À qui va-t-on s'adresser ? On voit bien que ces questions-là renvoient, là aussi, à la maîtrise pour l'entreprise de la cartographie de ses propres compétences. Quelles sont les compétences qui sont disponibles ? Y a-t-il pas des compétences qui sont aujourd'hui des compétences masquées ? Est-ce qu'il n'y a pas des compétences qui sont déjà en devenir ? Donc tout ce travail qui est préalable, finalement, qui est largement en amont de l'acte de la formation, ce sont des questions qui intéressent fondamentalement l'entreprise. Comment valoriser des compétences dormantes ? Comment valoriser des compétences masquées ? Certes, mais dans le même temps, et là je vous rappelle ce que je disais à propos de Loboterf, le vouloir agir. Quelle est la motivation qu'ont les salariés de rentrer dans un processus de formation, d'identification, de construction de nouvelles compétences ? Et puis au-delà de tous ceux qui veulent se mettre en mouvement
dans l'entreprise, il faut bien imaginer qu'il faut préserver aussi l'employabilité d'autres collaborateurs. Et comment on préserve cette employabilité? On est là au cœur de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous avons eu à intervenir ces dernières années dans de très nombreuses entreprises sur cette question qui est en quelque sorte le préalable à l'entrée dans l'action pour modifier et pour construire des compétences. Et on a eu à travailler sur cette caractérisation des problématiques de gestion des ressources humaines avec des entreprises. Bien entendu, la plupart du temps, il s'agit de petites ou moyennes entreprises qui n'ont pas cette capacité RH à aborder cette question de l'évolution des compétences et de la cartographie des compétences. Mais je pense que nous avons aussi cette mission de rendre ce service à l'entreprise pour construire derrière un plan de formation. Oui, on peut se référer à de nombreuses expériences. J'en ai une en tête. C'est une entreprise industrielle qui est engagée dans des processus d'innovation extrêmement importants, avec de nouvelles technologies, mais aussi sur une extension de son activité. Et l'entreprise nous avait interpellés sur un process d'intégration de nouvelles technologies qui avait déjà été réalisé sur un site, et avec un grand succès. Mais lorsqu'il s'est agi de démultiplier l'organisation et la mobilisation des compétences sur un autre site, l'entreprise a connu un échec important. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à reproduire le même type d'organisation, le même type de productivité sur le second site par rapport au premier. On a donc proposé à l'entreprise de revenir sur une analyse du travail. Et nous sommes retournés dans l'atelier pour faire une analyse des situations de travail. À partir de là, nous avons établi une cartographie des compétences. Et de cette cartographie des compétences, nous avons défini un référentiel de formation qui allait pouvoir s'appliquer sur le second site. Et puis, le travail ne s'est pas terminé là, puisque nous avons suivi l'expérimentation pendant de nombreux mois après pour mesurer l'efficacité de ce transfert. Donc ça veut dire que nous avons été associés sur toute la chaîne, c'est-à-dire de la définition de la problématique jusqu'au résultat qui avait été atteint. Ça a été un processus qui nous a occupés pendant plus de 9 mois et où nous avons travaillé en permanence, d'un côté avec les équipes RH et d'un autre côté avec les équipes de production. Ce qui est manifeste, et là j'étends un peu le propos, ce qui est manifeste dans ces entreprises qui engagent un changement d'organisation, qui transfèrent de la compétence, un process de travail, c'est la déstabilisation permanente de la cartographie des compétences. Les compétences se recomposent en permanence. Et je crois qu'il faut bien comprendre le rôle que joue le collectif de travail. C'est-à-dire qu'un individu au travail n'est jamais un individu qui agit seul. Il agit toujours avec d'autres. Donc chaque fois, la compétence va se recomposer en fonction de la compétence des autres, en fonction des résultats attendus. Donc chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Ça veut dire que quand on s'intéresse à la cartographie des compétences, à ce mouvement perpétuel qui est dans l'entreprise, on va très rapidement aborder la question du dialogue dans l'entreprise. Alors, on dit, mais attendez, un dispositif, un organisme de formation, est-ce qu'il est là pour accompagner le dialogue? Directement, non, certainement pas. Il y a des organisations salariées, il y a une direction RH. Mais nous allons apporter en quelque sorte un certain nombre d'instruments. Des exemples encore. Comment est-ce qu'on articule dans une entreprise le plan de formation et la gestion du compte personnel de formation par un salarié? On voit bien qu'on ne peut pas avoir deux approches disjointes. À un moment donné, il va devoir y avoir un dialogue entre ce que l'entreprise attend d'évolution des compétences, donc il va engager la mobilité des salariés, et en même temps, pour le salarié, cette anticipation sur la sécurisation de son propre parcours. Ce dialogue-là, il va passer à travers de l'entretien professionnel. Mais l'entretien professionnel, il n'est pas spontané, il n'est pas efficace
par naissance. Il faut donc, là aussi, et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons faire dans l'entreprise, c'est comment, par exemple, on forme à l'approche de l'entretien professionnel. Nous avons été conduits dans de très nombreuses occasions à travailler sur l'utilisation, la mise en perspective et la valorisation des compétences professionnelles. Une entreprise, et je l'ai en tête, nous posait la question, par exemple, de savoir comment on pouvait, au sein même d'une même entreprise, lier une dynamique de transformation des compétences par un dialogue entre seniors et juniors. Là aussi, ce n'est pas spontané. Il faut qu'il y ait derrière une analyse du travail, une analyse des compétences pour que le senior soit en capacité de maîtriser sa propre expertise et ensuite de la transférer. Dans d'autres occasions, nous avons eu à travailler sur la transition digitale. Ce n'est pas aussi simple que ça que d'introduire de la digitalisation, de la numérisation dans un environnement de travail. Elle va engager non seulement, bien entendu, des questions qui sont d'ordre de la connaissance, mais aussi de la posture, la gestion du stress, la peur devant la transformation du métier, la peur de ne pas savoir faire. Donc tout ceci constitue, à mon sens, un espace où les dispositifs de formation, les organismes de formation, et notamment par l'intervention des CFC, peuvent agir pour proposer des outils. J'ai un autre exemple que je voudrais vous faire partager. Dernièrement, nous sommes interpellés par une entreprise sur une question de plan de formation. Discussion avec l'entreprise sur les objectifs qui sont les siennes, sur pourquoi elle veut monter un plan de formation, et on s'aperçoit très rapidement qu'en réalité, ce qui avait été interprété comme un besoin de formation n'était pas là. En réalité, la question que se posait l'entreprise et la réponse qu'on pouvait lui apporter, c'était de la détection de potentiel au sein même de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait dans l'entreprise des potentialités qui pouvaient être valorisées dans l'évolution que souhaitait l'entreprise. Donc, on a mis en place, non pas un plan de formation, mais un travail avec un certain nombre de salariés que l'entreprise avait préidentifiés sur une analyse de potentiel. Et non pas sur une compétence cœur de métier, c'est-à-dire liée à l'activité même du salarié, mais sur une compétence transversale qui était la résistance au stress. On touchait à des commerciaux. Et le potentiel qu'on a cherché à identifier, c'est quels étaient les salariés qui présentaient la résistance au stress la plus importante. Alors là, c'était un exemple. Et il a fallu monter véritablement, dans un travail avec le RH, tout un protocole pour pouvoir identifier ces potentiels. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu que l'entreprise avait besoin d'aller un peu plus loin encore que ce cas spécifique. Et d'imaginer qu'il y avait des salariés qui avaient 15 ans, 20 ans d'expérience dans l'entreprise, et où il était peut-être temps de faire un inventaire à mi-carrière des perspectives que pouvaient se donner ce salarié. Parce qu'il fallait rebooster en quelque sorte le projet de l'individu pour qu'il s'inscrive dans la dynamique de changement de l'entreprise. On a proposé aussi de mettre en place des techniques sur le recrutement. Et on a aidé l'entreprise à définir les profils de recrutement qu'elle souhaitait mettre en œuvre. Donc partant d'une situation où on était plutôt sur une demande de formation, très rapidement, on est arrivé à proposer des réponses qui étaient en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et je pense que nous étions, encore une fois, là, dans un domaine d'intervention sur lequel nous étions légitimes. Alors, l'analyse des situations de travail et l'analyse par compétences, je veux dire, c'est une évolution qui est liée à l'évolution du travail. Donc je crois qu'elle s'inscrit dans l'évolution même du travail des conseillers en formation continue. Pour autant, ça veut dire qu'on va devoir intervenir, comme je l'ai précisé, sur deux champs. Le champ de la réponse formation ou le champ de l'accompagnement de l'entreprise dans la gestion
prévisionnelle des compétences qu'elle mobilise. Je tiens à dire que je parle beaucoup de l'entreprise, mais il n'y a pas de différence si importante entre ce qui est porté par la commande privée, la commande de l'entreprise, et la commande publique. Et les évolutions récentes démontrent que quand on va mettre en place pour le compte de Pôle emploi une POE, eh bien, les questions qui portent sur l'analyse de la demande sont extrêmement proches et on ne pourra pas faire l'économie à un moment donné de caractériser quelle est la réalité de la demande auquel nous répondons. Pour évoquer la posture du CFC, alors je vais peut-être être un peu caricatural, mais volontairement. Je dirais qu'il y a une première posture, celle qui est probablement aujourd'hui la plus communément admise dans le corps des conseillers. C'est celle d'un CFC, alors entre guillemets, qui sera un CFC commercial, et qui, quelque part, propose une offre de formation à partir d'un catalogue. Alors, bien entendu, il va pouvoir aménager son catalogue et définir des options. On va moduler en fonction. Mais on reste quand même centré sur une approche produit. Et la question essentielle pour le CFC, c'est alors de savoir comment il va articuler sa capacité à vendre et sa capacité à produire. Bien entendu, avec en toile de fond la question du prix, de la qualité et de la capacité de réponse qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans l'organisme. Si je prends un autre extrême, nous avons un CFC qui entre dans l'entreprise sans catalogue. Il n'a pas de présupposé sur ce qu'il va tracter, ce qu'il va contracter avec l'entreprise. Mais par contre, avec une volonté de faire émerger une demande. Et dans ce cas-là, de construire une réponse adaptée. Réponse formation, peut-être. Réponse en termes d'accompagnement GPEC, peut-être. Produit qui va mobiliser le compte personnel de formation, ou qui va mobiliser le plan de formation, c'est possible. Mais en tous les cas, on est ouvert. Dans ce cas-là, ce qui est fondamental, c'est qu'il va falloir aborder l'entreprise dans sa singularité. L'approche n'est pas celui du métier. C'est l'approche de la singularité de l'entreprise dans son organisation et dans la mobilisation de son collectif de travail. Et on aborde alors la question sous l'angle du service rendu aux salariés et à l'entreprise. Et pour nous, la question est bien la question de l'équilibre entre le service que nous rendons à l'entreprise et le service que nous rendons aux salariés dans la construction de sa compétence et dans la sécurisation de son parcours. Certes, l'acte de formation est central, mais ça veut dire qu'il va falloir s'intéresser à l'amont de la prestation de formation, il va falloir s'intéresser à l'aval, c'est-à-dire de savoir quelles sont les conditions qui légitiment en quelque sorte la proposition que nous allons faire, mais aussi l'aval, c'est-à-dire quel va être l'effet que va produire la formation sur la demande portée par l'entreprise, et notamment sur l'efficacité du travail. Et cette mesure du rendement de la formation par rapport à l'efficacité du travail, c'est quelque chose qui aujourd'hui, je le crains, est encore assez absent des préoccupations des organismes de formation. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, on inscrit l'action de l'organisme de formation dans la durée, dans l'accompagnement. On est dans un processus. Dans cette seconde posture, on perçoit très rapidement que les outils que l'on va mobiliser auront une rétroaction très forte sur les processus d'ingénierie de formation. Chaque fois, on va mobiliser une ingénierie qui est spécifique. Va-t-on intervenir en centre ? Va-t-on intervenir sur des modalités d'alternance ? Va-t-on intervenir au cœur même de l'entreprise ? Ça, ces questions-là sont des questions fondamentales dans la proposition que l'on fait. Entre ces deux postures, d'un CFC plutôt commercial ou d'un CFC plutôt consultant, il n'y a aucune hiérarchie. Les deux sont nécessaires, mais dans des temps qui sont différents. Et je crois qu'il faudra apprendre
à conjuguer ces deux approches de l'entreprise, mais ces deux approches aussi de la commande, qu'elle soit publique ou privée. On doit être à la fois porteur d'une offre de formation et en même temps être en capacité de s'intéresser à la qualité de la demande. Un CFC, en règle générale, agit sur un territoire. Il en a une connaissance approfondie. Il intervient aussi généralement avec une approche sectorielle. Quand il est sur une approche commerciale, il est évident qu'il va porter les produits de son secteur. Quand il est en analyse de la demande, il va devoir être en capacité de passer le relais à quelqu'un d'autre. Parce que, effectivement, la mobilisation que l'on va avoir va interpeller d'autres intervenants de l'organisme de formation. Dans cette profonde transformation du marché du travail, qui met l'accent sur la sécurisation des parcours, sur l'innovation, sur la transformation des compétences, l'individualisation des trajectoires, nous devons différencier nos interventions par rapport aux autres organismes de formation. Et je crois que la qualité de ce que nous pourrons proposer, ça sera cet enrichissement de nos méthodes d'intervention. Ce que je veux dire, c'est que pour nous, le choix doit être simple. La formation est notre métier, mais le travail doit être notre champ d'expertise.